Quand les représentants du peuple travaillent pour leur intérêt personnel ou ceux de leurs proches, quand l'argent public devient une monnaie d'échange, quand la tricherie est récompensée, le vote acheté, la confiance cède, et c'est la démocratie qui trinque. En France, aujourd'hui, la corruption et la délinquance financière coulent à flot. La porosité entre pouvoir politique et économique fragilise tous les jours un peu plus notre contrat social. On perd confiance, on se méfie de nos élus. Corruption, malversation, impunité. Certains s'en lèchent les babines. Selon une étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, Cevipof, 74% des Français estiment le personnel politique plutôt corrompu. La corruption est un poison qui infecte l'espace politique et le corps social, presque toujours en douce et en silence. Pourtant, les chiffres sont assourdissants. 120 milliards d'euros se volatilisent chaque année en France. Au diable l'avarice, l'argent public est une source qui ne se tarit jamais, directement reliée aux poches des 16,5 millions de foyers imposables. Il serait faux de dire que le crime ne paie pas. Il est d'ailleurs très rentable, car oui, il s'agit bien d'un crime. Un crime commis contre les citoyens et contre le pays tout entier. Une mécanique bien huilée qui carbure à l'opacité. Il y a pourtant des lois dans un état de droit. La corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, les détournements de fonds publics, tous ces méfaits sont sévèrement punis par la loi. Encore faut-il que la justice punisse, et dans des délais raisonnables. En France, le procureur qui poursuit les auteurs présumés d'infraction est hiérarchiquement soumis au ministre de la Justice. Autant dire qu'il n'est pas toujours facile pour un procureur d'attaquer le pouvoir, sauf à mettre en péril sa carrière. Les citoyens, eux, sont démunis, impuissants. Nous sommes tous victimes, mais aucun citoyen ne peut saisir un juge contre un élu corrompu. Pourtant, nous subissons tous les effets de la corruption, en payant plus d'impôts, en étant privés de services publics, en vivant des injustices. Dans les affaires de corruption, seule une association agréée est autorisée à saisir un juge indépendant quand un procureur hésite ou s'oppose aux poursuites. C'est la loi, c'est comme ça. Et c'est là qu'Anticor intervient. Depuis plus de 10 ans, Anticor lutte sur le terrain judiciaire dans les affaires de corruption politico-financière. En représentant l'intérêt général, Anticor permet d'éviter que des scandales politiques soient enterrés. Association non partisane, Anticor, c'est 4500 adhérents, 92 groupes locaux, 0 subvention publique, 0 don d'entreprise, indépendance oblige. Notre mode d'action, c'est la justice, lutter pour le droit avec le droit. Nous interpellons le parquet, nous nous portons partie civile, nous lançons l'alerte et menons bataille sur tous les fronts. Alstom, sondage de l'Élysée, affaire Benalla, Richard Ferrand ou Alexis Colère, contre le scandale du Grand Paris, 13 milliards d'euros de dérapage financier. Et tant d'autres. Au-delà des affaires médiatiques, nous luttons aussi localement partout où cela est nécessaire. Car c'est au bas de l'échelle que le festin commence. Les permis de construire, les HLM, les marchés publics, le clientélisme, l'action des collectivités est en permanence exposée au risque de corruption. Bien sûr, nous agaçons le pouvoir. Ceux qui s'imaginent au-dessus des lois n'aiment pas qu'on leur demande des comptes. Pour pouvoir saisir un juge, Anticor doit bénéficier d'un agrément octroyé par le ministère de la Justice. Il est renouvelable tous les 3 ans et il expire très bientôt. Sans celui-ci, de nombreuses affaires seraient clôturées du jour au lendemain. L'affaire Colère, Alstom, Richard Ferrand et tant d'autres. Opacité, impunité, corruption, tout cela reprendrait de plus belle. Aujourd'hui, nous sortons de l'ombre pour faire la lumière sur notre situation. Parce qu'il y a urgence à poursuivre nos actions et tellement de combats à mener encore. Cet agrément est essentiel. Si certains veulent notre peau, c'est qu'on fait bien notre boulot. C'est finalement une bonne nouvelle, à condition de pouvoir le poursuivre. Pour que l'impunité ne soit pas la règle, partagez, soutenez. Anticor. Bonjour, donc je suis Eric Hall, vice-président de l'association Anticor. Je vous souhaite la bienvenue sur cette première université en ligne. Donc la deuxième partie de la deuxième table ronde est consacrée à la vigilance citoyenne en République numérique. Alors, qu'est-ce à dire? En réalité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclamait déjà que les citoyens doivent concourir à l'élaboration de la loi, constater par eux-mêmes l'efficacité de la dépense publique, demander compte à un agent public de son administration. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut imaginer de rendre plus effectifs ces droits avec les moyens du numérique. Alors, je remercie chaleureusement les participants à cette table ronde. D'abord, Axel Lemaire, qui se présente sur sa fiche Wikipédia comme juriste, mais qui a été secrétaire d'État en charge du numérique. J'accueille aussi Tanguy Morlier, de l'association Regard Citoyen. Alors, Tanguy Morlier a été
dans une association très innovante, notamment pour contrôler l'activité des parlementaires, donner une visibilité à l'activité des parlementaires. J'accueille Éric Piolle, maire de Grenoble, qui est un peu en pointe sur ces questions du numérique. Et j'accueille enfin Jean-Baptiste Souffron, qui est avocat, qui nous accompagne dans un certain nombre d'actions, qui lui-même en connaît pas mal sur le numérique, mais qui nous accompagne sur un certain nombre d'actions, y compris des actions concernant des fraudes et des avantages, des octrois d'avantages injustifiés en matière de marché public. Donc très brièvement, la loi du 7 août 2016 sur la République numérique intéresse les acteurs anticorruption, pas seulement évidemment, mais certains outils de cette loi peuvent faciliter la vigilance citoyenne. Par exemple, la loi prévoit notamment l'ouverture des données publiques et peut-être pourrait-on voir les 512 acteurs locaux qui proposent déjà ces données ouvertes. J'ai donné un lien à notre régie sur le sujet. On a un service public de la donnée avec 9 jeux de données de référence qui sont en principe disponibles dans toutes les collectivités locales de plus de 3500 habitants. Et on a l'ouverture des données d'intérêt général. Et par exemple, pour mon champ, pour mon secteur en matière judiciaire, c'est un décret du 29 juin 2020 qui facilite la mise à disposition du public des décisions de justice. Mais on a effectivement, à côté de ces grands principes, d'abord des enjeux de mise en œuvre. Il faut s'approprier ces textes. Et puis, si ces textes sont effectivement mis en œuvre, eh bien, il faut aussi s'approprier la capacité de les chercher dans une abondance potentielle d'informations. Donc, je poserai d'abord la première question, qui est une question très large. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la loi et comment des citoyens peuvent-ils agir concrètement pour s'approprier cette loi? Peut-être la question d'abord à Axel Lemaire, qui est à l'initiative de cette loi, une loi qui a d'ailleurs été en partie co-construite, puisqu'il y avait 31 000 personnes qui ont participé sur Parlement et Citoyens à un dialogue sur l'élaboration de cette loi. Tout à fait, merci Monsieur Alt. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. Je suis très heureuse que la loi pour une République numérique soit liée au sujet de la transparence démocratique. Et si j'insiste, en commençant par ce point, c'est parce qu'elle est très souvent liée aux enjeux d'innovation par les startups, entre autres. Et on sait que la difficulté d'accès à des jeux de données empêche parfois l'innovation. C'est vrai dans le domaine de l'énergie, c'est vrai dans le domaine de la mobilité, des transports, de la santé. Mais c'est oublié si on réduit le champ d'application de la loi pour une République numérique à la seule sphère économique et au sujet de l'innovation, c'est oublier sa dimension politique et démocratique. Or, cette loi, et c'est écrit dans ses attendus, elle vise toujours un double objectif, dont celui d'améliorer la transparence démocratique en permettant non seulement l'accès à l'ensemble des citoyens aux données publiques, donc les données produites par les administrations, mais aussi leur réutilisation pour développer de nouveaux usages. Et dans le contexte actuel, on voit bien l'utilité de ce droit d'accès et de réutilisation dans des formats librement disponibles qui peut être fait par les journalistes, par exemple d'investigation. Un mot également sur la manière dont la loi effectivement a été écrite, parce que je pense que c'était un exercice intéressant tant dans son processus d'écriture que dans ses aspects principiels. Vous l'avez mentionné, elle a été mise en ligne pendant 3 semaines pour une consultation citoyenne. Donc le texte qui a précédé l'examen de la loi par le Parlement a plusieurs mois avant l'arrivée sur le bureau du président de l'Assemblée nationale était mis à disposition du public. Pourquoi ? Eh bien pour assurer la transparence la plus complète possible sur la réalité
de l'état d'avancement d'écriture du texte d'abord, considérant que cette transparence dans l'écriture était un gage de confiance, mais aussi pour enrichir le texte et donc faire participer directement les citoyens à son élaboration, avec des résultats que j'ai considérés comme probants dans la mesure où le projet de loi a été modifié 90 fois. 5 nouveaux articles de loi ont été introduits. Il y a eu 150 000 votes sur Facebook et plus de 23 000 contributions de fonds qui ont véritablement aidé à alimenter et à enrichir le texte. Et je pense que cela a également permis d'éclairer les parlementaires. Les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat ont été d'une grande qualité et ont pour beaucoup repris des propositions citoyennes qui avaient été faites dans le cadre de ces consultations. Alors tout ça, c'était très expérimental. C'était fait très franchement avec les moyens du bord et notamment mon équipe de cabinet. C'était novateur à l'époque et donc il fallait vraiment essayer de pousser les murs. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que cette expérimentation n'ait pas été renouvelée et encore moins institutionnalisée. Donc elle reste à ce jour une exception pour ce qui concerne un projet de loi de l'exécutif. Il y a eu d'autres initiatives menées notamment au niveau directement du Parlement, mais on pourrait souhaiter que l'implication citoyenne se fasse de manière beaucoup plus systématique dans l'écriture des textes. Je parle de l'implication citoyenne, mais cela a aussi permis d'apporter une plus grande transparence sur les positions défendues par les lobbies, par les organisations professionnelles, qui me l'ont d'ailleurs reproché, parce que tout le monde était mis sur un même pied d'égalité. Et donc, les représentants des employeurs, par exemple, me disaient, mais écoutez, nous avons des centaines de milliers de petites entreprises derrière nous. Comment parler d'une seule voix, par écrit en une seule fois? Ça n'entre pas dans nos modes de délibération et d'expression de nos revendications. Des syndicats comme Force ouvrière aussi m'ont reproché ce qui était perçu comme de la démocratie directe qui pouvait potentiellement désintermédier les corps représentatifs intermédiaires. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment la transparence des positions de tous et l'enrichissement du texte. Les contributions qui ont été faites sont toujours disponibles en ligne. Elles ont été transformées en bases de données qui sont toujours accessibles et librement réutilisables sur le site data.gouv.fr. J'ai un peu insisté sur cette procédure, mais elle me paraît absolument cruciale pour tenter d'améliorer le fonctionnement démocratique de notre République. Vous aurez aussi compris que c'est une loi qui parle de république numérique, partant du principe que les principes républicains, dont celui de l'accès à l'information énoncée dès la déclaration des droits de l'homme et du citoyen lors de la Révolution, eh bien, ils doivent être réactualisés par le logiciel numérique, mais pas pour autant remis en cause. Donc, il ne s'agit pas uniquement de la Startup Nation, il s'agit de la République. Alors, pour le fond du texte, il y a effectivement un principe qui est fondateur, qui est celui de l'ouverture par défaut des données publiques. C'est-à-dire que les données produites par les administrations centrales, mais aussi par les collectivités locales, lorsqu'elles ont plus de 3500 habitants, doivent être obligatoirement mises à disposition de l'ensemble du public sous des formats réappropriables, notamment lorsqu'elles présentent un intérêt social, économique ou environnemental caractérisé. Et puis il y a des exceptions. Et ces exceptions, c'est la sécurité nationale, c'est la défense nationale, c'est la protection de la vie privée, c'est le secret des affaires. Et finalement, dans la mise en œuvre du texte, on voit que ce sont les zones grises autour de l'interprétation de ces exceptions qui peuvent, entre autres raisons, freiner l'application de cette loi qui a un champ potentiellement très large, mais dont à ce jour, à mon sens, et c'est un avis personnel que j'exprime, ni les citoyens, ni les associations, ni même les administrations ne se sont suffisamment saisies pour en faire un véritable enjeu d'amélioration de l'intégrité publique. On pourra y revenir.
Très bien, donc je donne tout de suite la parole à un acteur du terrain, le maire de Grenoble. Donc comment avez-vous, dans votre ville, mis en place les dispositions de la République numérique? Ah, vous avez un problème de micro. Oui, c'est bon. Là, ça va être mieux. Voilà, vous avez la parole. Donc comment avez-vous mis en place cette loi à Grenoble? Oui, en fait, on a mis en place la loi avant la loi, puisque à Grenoble, nous avons fait le choix en 2014 d'avoir une élue, Laurence Compara, qui était en charge de l'open data et de la libération des données publiques et de l'accès aux logiciels libres. Et dès le mois d'octobre 2014, nous avons voté, donc 4 ans avant l'obligation légale d'octobre 2018, nous avons voté un schéma, une loi, une délibération cadre pour porter finalement la donnée publique devant les citoyennes et les citoyens. C'est ce que nous avons fait assez rapidement. Puis, un an plus tard, en 2015, on a créé un portail avec la métropole de Grenoble et le syndicat de transport en commun pour continuer cette libération des données publiques, qui est inscrite dans la loi, mais qui, d'après les derniers chiffres de l'Observatoire, n'est pas tant appliquée que ça, puisque je crois que c'est un peu moins de 350 collectivités sur les 4500 qui devraient rendre ces jeux de données publiques, un peu moins de 350 collectivités qui ont effectivement rendu ces données publiques. Donc on voit qu'il reste du chemin à faire. Donc pour nous, c'est un des facteurs, la transparence et la donnée, un des facteurs pour renouer un lien de confiance entre les citoyens et les élus, casser ce mur. Ça va avec notre volonté aussi de faire rentrer de nouveaux acteurs dans la vie publique, comme moi qui suis rentré finalement sur le tard. Et là, à nouveau, dans notre nouvelle équipe, on a sur les 46 élus, 23 sortants, 23 nouveaux. Donc avec toujours cette exigence, nous étions la seule collectivité en France dans les grandes villes à imposer d'autres choses comme le non-cumul des mandats. Aucun adjoint de mon équipe n'est également membre de l'exécutif métropolitain. Et d'ailleurs, nous avions également réussi à imposer qu'aucun membre de l'exécutif métropolitain soit également membre élu dans un conseil départemental ou un conseil régional. Je crois que cette question du non-cumul de mandats et la question de la transparence facilite la vie démocratique. Alors, sur la transparence précisément, jusqu'où êtes-vous allé sur la transparence des données, par exemple en matière de marché public, en matière de subventions? Est-ce que ce sont des données qu'on peut déjà trouver sur votre site ou c'est quelque chose qui est encore en réflexion? Oui, sur les subventions, tout est public. Sur les marchés publics également. Sur les marchés publics, on a lancé il y a de cela 2 ans ou peut-être 3 ans des assises de la commande publique, également avec le département de l'Isère, avec la métropole. C'était aussi une manière pour nous, non seulement d'augmenter la transparence, mais de favoriser l'économie locale, en pouvant faire converger des objectifs dans la commande publique et en facilitant cette transparence. C'est aussi faciliter la vie souvent d'acteurs locaux ou de PME qui ne sont pas au fait, qui n'ont pas les structures que peuvent avoir des grands groupes pour aller candidater sur des marchés publics, qui n'en comprennent pas forcément les rouages. Donc ces assises de la commande publique qui se tiennent chaque année, ça permet là aussi non seulement une transparence, mais également de favoriser l'économie du territoire. Mais par exemple, du point de vue citoyen, est-ce qu'il y a seulement les données sur la commande publique, donc sur les appels d'offres, ou est-ce qu'il y a aussi des informations sur les marchés qui ont été passés? Sur les marchés passés, de toute façon, ils sont aussi dans les jeux de données que nous rendons publics dans d'autres domaines, puisque aussi dans les rendus actes du conseil municipal, on va retrouver ces informations et dans les comptes administratifs également. Donc là, il y a tout un jeu d'informations qui est disponible. Il nous faut sans doute encore progresser dans comment croiser ces données, les rendre plus accessibles. Par exemple, sur les subventions, on a changé les formats de données petit à petit pour qu'ils soient plus accessibles, mais je suis sûr qu'il nous reste encore du travail à faire dans le domaine. Merci. Donc je donne la parole à un autre acteur de la République numérique, Tanguy Morlier, pour l'association Regard Citoyen, une association que nous aimons bien car nous lui avons déjà donné un prix éthique anticorps. Donc l'association observe l'activité parlementaire. Pouvez-vous nous dire
où on en est aujourd'hui sur cette observation et qu'est-ce qui reste à faire? Effectivement, donc Regard Citoyen est notamment connu pour un site qui s'appelle nosdéputés.fr et son petit frère nossénateurs.fr, mais on s'implique dans tout un tas d'autres projets. On a un site qui s'appelle La Fabrique de la Loi qui permet de savoir ce que font, qui permet de suivre la construction de la loi. Et sur la loi République numérique, on est intervenu sur 2 angles dans cette loi. En tant qu'acteur, puisqu'on se cache pas du tout de faire du lobbying, d'essayer de pousser nos idées de transparence démocratique plus loin dans la société, mais également en tant qu'observateur des pratiques démocratiques, puisque Axel Lamère l'a rappelé, cette loi a été assez novatrice dans sa confection. Alors peut-être pour les militants d'Anticorps qui nous suivent, il faut savoir que la loi numérique offre des nouveaux droits qui sont un peu sous deux angles. Le prisme déjà de la promotion qui était très valorisé par le gouvernement, qui a listé dans l'article 4 de la loi tout un tas de données ou d'institutions qui doivent de manière proactive rendre publiques leurs données. Donc ça va des collectivités territoriales de plus de 50 agents et 3500 habitants aux très grandes collectivités territoriales ou très grands services de l'État, ainsi que des délégataires de services publics. Et il y a un deuxième prisme que nous, on poussait beaucoup et auquel les parlementaires ont été assez sensibles, c'était le prisme du contre-pouvoir. C'est-à-dire que si les acteurs publics devaient de manière proactive rendre public des données, il fallait donner aussi des pouvoirs aux citoyens pour forcer des administrations qui étaient plus récalcitrantes à rendre public ces données. Et c'est comme ça que, à travers l'article 1 bis, il me semble, on a obtenu, grâce au travail des députés, le fait que les citoyens puissent, à travers les mécanismes de la loi CADA, puissent obtenir de l'open data, c'est-à-dire obtenir des différents acteurs publics, que des données publiques soient rendues accessibles sous un format open data. Donc ça, c'est une très grosse avancée d'un point de vue du droit. Maintenant, il ne faut pas se cacher, ces avancées ont beaucoup de mal à être transformées. Et c'est pour ça que le prisme contre-pouvoir était assez important. Donc il y a assez peu d'administrations qui ont, suite à la loi, rendu public des données, à part certains secteurs. On a parlé du secteur du droit notamment, qui, grâce à un article additionnel, il me semble, au niveau du Sénat, a permis de faire bouger les choses. On a eu aussi des évolutions dans le monde de l'immobilier grâce au débat parlementaire. Mais la loi n'a pas eu cet effet massif attendu, parce qu'il y a beaucoup d'administrations qui sont encore récalcitrantes ou qui ont également des réflexes du XXe siècle, des réflexes de la démocratie du papier. Celle où ce qui est important, c'est ce qu'on signe, ce qui est important, c'est des rapports d'activité plutôt que fournir l'intégralité des données pour que les citoyens puissent retrouver leurs informations en interne. Et peut-être un peu plus loin, on a du mal à faire migrer un certain nombre de collectivités territoriales et d'acteurs publics vers de l'open data comme usage interne. C'est-à-dire que utiliser l'open data et la donnée publique comme un élément structurant dans le fonctionnement des institutions publiques et faire en sorte que la démocratie et la transparence démocratique soient un réflexe interne au sein de l'administration. Pour l'instant, on est plutôt dans une interprétation assez défiante de la demande de citoyens de mieux comprendre le fonctionnement des institutions. Peut-être aussi pour les députés, si on peut passer les informations relatives à l'usage des frais de mandat, nous avons constaté que finalement assez peu de parlementaires avaient pris l'initiative de mettre en ligne leurs frais de mandat. Je donnais par exemple l'exemple de Paolo Fortezza qui met en ligne l'usage de ses frais de mandat, ce qui permet d'ailleurs de constater que finalement c'est très très banal ce qui est fait, mais cette pratique de mise en ligne, elle est finalement assez marginale. Absolument. Donc effectivement, c'est moins lié à la République numérique qui s'intéressait plutôt au fonctionnement des collectivités territoriales et de l'État au sens de l'exécutif. Mais sur une autre action, on a effectivement demandé, à travers les mécanismes de la loi CADA, aux 577 parlementaires de la législature précédente,
de nous donner leurs frais de mandat, parce qu'il nous semblait qu'il fallait légitimiser ces usages, qu'il est totalement normal qu'on donne de l'argent public à nos élus. Nos élus ont besoin de ces argents publics pour pouvoir réaliser leur mandat, et il faut les rendre plus légitimes. Et pour nous, la transparence est une légitimation de cet usage. Malheureusement, il n'y a qu'une dizaine de parlementaires de l'ancienne législature qui nous ont répondu, et donc on a dû attaquer plus de 500 parlementaires pour obtenir gain de cause. Donc le tribunal, l'ACADA nous a dit qu'elle n'était pas compétente, le tribunal administratif nous a dit qu'elle n'était pas compétente, le Conseil d'État a jugé qu'ils avaient mal jugé, puisque ces deux institutions sont compétentes en matière de transparence, aussi bien en ce qui concerne les collectivités territoriales et l'État, mais également en ce qui concerne le Parlement. Et aujourd'hui, on est devant la Cour européenne de justice, puisque ces institutions sont compétentes, mais on ne peut pas obtenir les informations que nous avons demandées. Donc, nous attendons la décision de la CEDH pour obtenir gain de cause sur ces frais de mandat. Mais il reste effectivement quelques élus vertueux, malheureusement pas assez, qui rendent public leurs frais de mandat. Et on s'aperçoit, comme vous le disiez, Eric, que ces dépenses sont totalement légitimes. Et que ça fait gagner presque du temps aux élus de systématiser ces rendus publics plutôt que de se concentrer pendant quelques instants de leur mandat à faire ce type de compte rendu. Merci. Alors, je donne maintenant la parole à Jean-Baptiste Souffron, qui a été secrétaire général du Conseil du numérique, lui aussi pour nous dire comment il perçoit aujourd'hui l'effectivité de cette loi à laquelle il a travaillé. Oh non, mais c'est vraiment un texte qui était intéressant tant dans le fond que dans la forme. D'abord parce que Axel Lemaire avait eu la bonne idée d'accepter les propositions qui nous avaient été faites, d'essayer d'écrire les textes un petit peu différemment. Elle avait beaucoup impliqué le Conseil national du numérique dans sa préparation et l'ensemble de l'écosystème, ce qui fait que c'était un texte qui reflétait vraiment l'état d'esprit du moment. C'est un texte d'ailleurs qui a des conséquences aujourd'hui, puisque le 2 décembre, Thierry Breton doit annoncer de nouveaux textes au niveau européen sur la régulation du numérique, et certaines des mesures qui sont proposées dans ce texte seront reprises en tout cas, il a été annoncé que ça serait repris soit dans le Digital Service Act prévu par Thierry Breton, soit dans le second texte, parce qu'ils ont 3 textes en même temps. C'est beaucoup plus compliqué au niveau européen qu'au niveau français. Et puis, la seule chose qui marque un peu, si vous voulez, c'est le contraste qu'on peut avoir. Il y a bien sûr le texte lui-même. C'est normal que quand un texte est aussi lourd et qu'il fait des changements de valeur qui sont aussi importants, il soit peut-être aussi difficile à appliquer. Ça prend du temps, les détails sont délicats à mettre en œuvre. Mais le contraste est quand même assez marquant avec la manière dont on envisage les choses aujourd'hui. Enfin, alors même, moi, si j'avais pas été ici avec vous pour cette conférence, en réalité, je serais à la manifestation contre la loi sécurité globale, qui vise justement à interdire de diffuser un certain nombre de données, notamment celles qui sont relatives aux policiers. Donc, on voit bien que ce qu'on pouvait... La vraie crainte, c'est qu'on pensait peut-être à ce moment-là être sur un mouvement qui commençait à décoller, et je pense à des gens comme Tanguy, mais c'est quelque chose qui pour beaucoup de militants sur ces sujets de transparence et d'ouverture numérique, ce sont des sujets qui sont portés depuis plusieurs dizaines d'années parfois, et donc on avait l'opportunité de les voir se concrétiser matériellement, et on pouvait se dire que ça allait s'enchaîner, et qu'en réalité c'était vraiment un mouvement qui décollait, et on peut se demander aujourd'hui si en fait on n'est pas en train d'assister à une contre-vague, et voire même en fait si on n'est pas face à une tentation complètement inverse de refermer au maximum. C'est quelque chose qui peut être un peu déprimant de le présenter comme ça, mais quel est le gros sujet, quoi? Est-ce que finalement on a réussi à cranter quelque chose, ou est-ce qu'en fait on a posé quelques idées, on a cristallisé quelque chose, mais que pour l'instant ça n'ira pas forcément plus loin.
Alors ça, c'est vraiment pour la la partie projet, ça technique. peut être une première brique. C'est Je vraiment voulais une faire pierre de fondation. Puis après, il faut une première construire. partie pédagogique. Puis après, Avant Axel la Lemaire, en fait, partie qui n'a pas été critique, suivi. effectivement, C'est-à-dire nous avons que déjà un peu il y a amorcé vraiment cette fait seconde travail. partie. La première partie, c'est effectivement de dire comment les choses se passent. Alors, j'ai une réaction sur notre fil Facebook qui dit la loi numérique n'a pas prévu de sanctions, donc tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que ça suscite comme observation de votre part et éventuellement ensuite d'Axel Lemaire? Non, Une mais loi une obligation sans sanction. non, mais d'abord, c'est pas forcément un problème, parce qu'il faut voir, c'est pour beaucoup de points sur cette loi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une loi qui redéfinit le fonctionnement du numérique, qui remet des noms sur des choses qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, la notion de plateforme, c'est quelque chose qui est apparu avec cette loi. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire la différence entre les multinationales qui ont un impact fort sur la démocratie, qui peuvent avoir des mécanismes qui sont dangereux dans un État démocratique, et la simple start-up ou l'entreprise qui essaie d'imaginer des nouveaux outils numériques. Ces choses-là ont réussi à exister et à survivre, disons, à la loi en elle-même. Et vous voyez, quand on parle par exemple de données d'intérêt général, la grosse question, c'est de réussir à les définir correctement, réussir à les mettre en application correctement, trouver les budgets qui vont avec. Je crois qu'avant de parler de sanctions, il faut déjà terminer la construction du dispositif. Et le dispositif, c'est ce que je disais, on a commencé par mettre un certain nombre de briques. Certaines vivent leur vie encore, il ne faut pas être totalement défaitiste, c'est ce que je disais en expliquant qu'au niveau européen, c'est des choses qui continuent à être portées. Au niveau français, il y a encore, je pense, dans toutes les administrations, des gens qui continuent à travailler, et des gens d'ailleurs qui sont motivés, qui continuent à travailler pour que la loi soit appliquée. Aujourd'hui, la difficulté, c'est pas tellement qu'elle soit pas appliquée, c'est d'abord qu'elle soit comprise, parce que c'est un texte qui, même si ceux qui en sont militants ont le sentiment que c'est un texte qui est simple, clair et de bon sens, en fait, c'est quelque chose de difficile. C'est des sujets qui sont nouveaux déjà matériellement, et puis ensuite, c'est des sujets qui, même juridiquement, posent des questions qui sont nouvelles. Cette différence, par exemple, entre plateforme, éditeur, hébergeur, c'est quelque chose qui est parfaitement nouveau. On est traditionnellement dans le numérique sur un régime d'irresponsabilité des hébergeurs. C'est quelque chose qui est lié à une volonté néolibérale de développement du marché dans le secteur du numérique. Soit c'était un arbitrage qui a été fait à une époque. Maintenant, on veut revenir un petit peu en arrière. On cherche des façons de faire et tout. Je suis pas certain que les sanctions, ça soit la priorité aujourd'hui. D'abord, avant de parler de sanctions, il faut être certain de la manière dont on veut l'appliquer, de tout ce qui se définit derrière, etc. Pour ça, moi, ça me stresse pas plus que ça. Ce qui m'inquiète, c'est plus un retour en arrière. D'accord, alors je précise la question pour Axel Lemaire. Donc c'est une question qui vient aussi sur notre fil. Qui est chargé de mettre en œuvre cette loi? Qui s'assure localement du suivi de cette mise en œuvre? Est-ce qu'il y a un bilan annuel permettant de vérifier l'effectivité de cette loi? Axel Lemaire. Oui, il me semble que c'est la bonne manière de poser la question. Alors le sujet des sanctions possibles en cas de non-respect des obligations liées à l'ouverture des données publiques s'est posé dans le débat parlementaire et au moment de l'écriture de la loi. Et l'option avait été écartée. Personnellement, j'y étais pas complètement défavorable. Mais vous savez, dans la culture administrative française, demander à l'administration de s'auto-sanctionner, c'est pas quelque chose qui est évident. Elle a déjà du mal à le faire au plan disciplinaire sur des cas individuels. Alors, au plan principiel, lorsque cela concerne le cœur de son action, qui est la production de contenu, on peut comprendre que ça ait effrayé. Mais voyez, sur un autre sujet qui était l'accessibilité des sites internet, des applications mobiles aux personnes en situation de handicap et notamment aux personnes aveugles ou sourdes et malentendantes, là aussi la question des sanctions s'est posée en cas de non-respect des nouvelles obligations légales, et là aussi elle a été écartée. Donc c'est dire que c'est très rare en réalité dans le droit administratif que de telles sanctions existent. On s'est posé la question de faire du name and shame, pardon pour l'expression anglo-saxonne, mais donc de nommer les plus mauvais élèves, et puis finalement on a fait le pari, et c'était un pari, d'encourager
les plus précurseurs, notamment dans les collectivités locales. Et je suis très heureuse qu'Éric Piolle soit avec nous parce que Grenoble est exemplaire à ce titre. C'est vrai aussi de Rennes, de Nantes. Il y a une tradition d'engagement et c'est un engagement sur ces sujets qui remonte à plusieurs années. Ce n'est pas le cas partout, mais il faut voir à quel point, et je partage les propos de Jean-Baptiste Souffron, à quel point c'est un sujet nouveau pour la grande majorité des acteurs qui ne sont pas des militants de l'open data, et que ça suppose des investissements. L'open data, ça a un coût. Ça veut dire recruter des développeurs, ça veut dire comprendre les formats dans lesquels les données doivent être publiées, ça veut dire avoir les bonnes plateformes de publication, s'assurer de l'interopérabilité des données, s'assurer qu'il y a tout un processus de gouvernance de cette ouverture, notamment pour choisir quel jeu de données on ouvre ou pas. On va pas tous les ouvrir, et il faut ouvrir ceux qui présentent un intérêt, notamment en matière d'impact environnemental, économique ou social. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire, c'est vraiment dans la mise en œuvre effective de la loi où, dans l'immense majorité des cas, des ressources dédiées n'ont pas été créées. Alors, qui a la charge de la supervision? C'est la DINUM, c'est la Direction interministérielle du numérique de l'État. Et au sein de la DINUM, un organisme qui s'appelle Etalab, et je vous encourage à aller visiter le site internet d'Etalab parce qu'on voit qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et que je crois que ces moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Et il y a une autre question qui se pose, et qui celle-là est fondamentale pour l'avenir, et je ne voudrais pas qu'on soit sur une note trop pessimiste. Je ne pense pas qu'il y aura des reculs, en tout cas, encore une fois, au plan principiel, il y aura peut-être de plus en plus d'exceptions au principe d'ouverture par défaut, c'est-à-dire par principe, mais revenir sur ce principe, je n'y crois pas, d'abord parce que c'est le sens de l'histoire et que la majeure partie des États démocratiques suivent ce sens. Ensuite, parce que les vertus de l'open data font leur preuve au plan économique et qu'à partir du moment où ça crée un potentiel d'innovation, de nouveaux services, c'est difficile de fermer le robinet. Et puis, simplement, il y a matière à explorer des nouveaux territoires qui, jusqu'à présent, sont peu explorés dans les types de jeux de données qui sont mis à disposition, et notamment les jeux de données les plus liés à la question d'intégrité publique. Parce que ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, par exemple, les données qu'on dit essentielles, les données qui sont liées au nouveau service public de la donnée qui est créé par la loi, c'est quoi? C'est la base adresse nationale, c'est la base sirène de la liste des entreprises sur le registre du commerce. Ce sont des données qui sont produites par l'Institut de géographie nationale, etc. Ce ne sont pas des données qui potentiellement, en tout cas pas de prime abord, peuvent révéler des scandales, peuvent révéler des pratiques illicites. Ce ne sont pas des données politiques. Alors, il y a une catégorie de données qui le sont les données liées aux subventions, qui sont distribuées en particulier par les collectivités, où là, je trouve que c'est suivi plus sérieusement, et où on est certain, si on demande d'avoir accès à la nature des subventions, mais aussi à leurs destinataires, les montants, etc. On est certain d'avoir une réponse favorable de la CADA si jamais l'administration concernée refuse cette ouverture à tous. Mais il me semble que c'est vraiment les données de nature plus politique qui sont les plus sensibles et donc les plus compliquées à ouvrir pour les administrations, et c'est vrai pour les États du monde entier. Les données relatives à l'intégrité, au lobbying, à l'élaboration de la décision publique et à l'utilisation des ressources publiques. C'est là que s'il fallait aller plus loin dans l'open data, il faudrait sans doute dégager des obligations précises, comme ça a été fait par exemple pour certains types de données de consommation énergétique ou de données immobilières. Eh bien, il faudrait sans doute aller plus loin en lien avec la transparence de la vie politique et la réforme des partis. On peut penser par exemple à la transparence sur les dons aux partis politiques. Et c'est vrai que ce champ-là, il n'est pas inclus dans la loi pour une république numérique. Et je vous avoue que c'est pour ça que j'ai été agréablement surprise que Anticor se saisisse de ce sujet, parce que c'est pas totalement évident. Il n'y a pas et de fait, la loi pour une république numérique est arrivée peu de temps avant la loi pour
la transparence de la vie publique, qui, elle, avait pour objet politique la lutte contre la corruption. Or, le lien, il doit être fait. On a là un premier outil qui peut être actionné. Je crois qu'il sera de plus en plus effectif devant les juridictions, qu'il faut élaborer une doctrine d'utilisation de la loi pour une république numérique. Après, c'est vrai aussi que c'est une question de volonté politique et qu'il y a moyen d'aller plus loin. Sur la question des sanctions, peut-être. Oui, je vais donner la parole à Jean-Baptiste Souffron et puis encore au maire de Grenoble, mais je voulais d'abord que l'on voit un exemple. Alors, c'est pas exactement l'application de la loi sur la République numérique, mais c'est un bon exemple de ce que l'on peut faire lorsque une administration est loyale dans la mise à disposition des données qu'elle possède. Par exemple, la Haute Autorité de Transparence met ces données à disposition en source ouverte, ce qui permet de constituer une base de données des déclarations des responsables publics, et on peut consulter cette base de données. Peut-être que notre régisseur peut la mettre en ligne. On peut consulter cette base de données. C'est un travail qui a été fait à l'initiative de nos amis de Transparency International, mais c'est un des rares domaines dans lesquels on a cette possibilité de consulter une base de données de façon claire et avec potentiellement la possibilité de regarder de façon critique. Et je crois que c'est prévu par la loi pour la transparence de la vie publique, c'est-à-dire que les données, notamment relatives au patrimoine des élus, doivent être non seulement publiées par la HATVP, mais aussi mises en open data. Donc c'est un parfait exemple. Non, attendez, on va peut-être puisque, bon, alors pardon, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Au sein de Regard Citoyen, on a suivi... Je vais donner... Alors, ça suscite beaucoup de réactions. Oui, donc, je prétends pas dans l'ordre, Jean-Baptiste Souffron, Éric Piolle et Tanguy Morlier. Jean-Baptiste Souffron voulait dire quelque chose. C'est pas moi qui ai demandé la parole, en fait, c'était Tanguy Morlier, je crois, qui voulait très bien. Moi, pardon, je la donne à Tanguy Morlier. Et ensuite, Éric Piolle qui a fait les observations là-dessus. Sur la question de la Haute Autorité de Transparence, effectivement, en 2014, les sénateurs ont demandé l'open data sur les déclarations d'intérêt de l'ensemble des élus qui devaient les déclarer, et ça s'est pas fait de manière totalement naturelle. Le gouvernement y était opposé au début, les députés s'y sont opposés, et c'est suite au lobbying assez intensif qu'on a fait pour justement les rassurer que ça ne concernait pas le patrimoine. La vie privée des élus, on s'en fiche. En revanche, ce qui est important, c'est leur intégrité, savoir s'ils se sont enrichis et quels sont leurs intérêts. Et on a bataillé pour que ça devienne de l'open data. Les sénateurs l'ont fait adopter et ont rendu raisonnable les députés pour que ce soit à la fin et quelque chose qui soit effectivement voté. Et malgré le vote de ces éléments-là, la Haute Autorité de Transparence n'a pas eu le budget au début pour pouvoir le mettre en open data. Et c'est une application qu'on a faite au sein de Regard Citoyen qui a permis de numériser les 1000 déclarations manuscrites pour que ça devienne effectivement de l'open data, que la Haute Autorité puisse récupérer ces données et après s'équiper pour que ça devienne de l'open data systématique. Donc, entre la volonté d'une loi et son application, il y a toujours effectivement un temps assez important et une nécessité d'avoir une société civile qui soit active et qui soit mobilisée. Et c'est pour ça que dans le texte de la République numérique, il nous semblait très important de pouvoir ajouter des sanctions, non pas pour sanctionner l'administration, mais pour avoir d'un côté quelque chose d'incitatif et de l'autre côté des outils qui, en cas de recul, nous permettent de conserver les acquis. Et c'est pour ça que on a obtenu que les dispositions de Open Data soient rentrées dans le mécanisme de la loi CADA. Et donc que les citoyens puissent faire une demande d'Open Data à leur administration. Ils peuvent s'adresser au maire de Grenoble, au maire de Paris, au maire de leur commune, pour pouvoir obtenir un jeu de données qui leur semble particulièrement intéressant. Et ça a été voté dans la loi pour une république numérique. Et à travers ce mécanisme-là de je fais une lettre à mon élu ou à mon administration, s'il ne me répond pas dans le mois, je sollicite la CADA qui va me rendre un avis
qui m'offre un droit de obliger l'administration à le faire à travers le tribunal administratif, rend non pas une sanction, mais va permettre de condamner une administration qui serait récalcitrante dans l'application de la loi Le Maire. Et ce mécanisme-là, il me semble, est un mécanisme très vertueux qui est de plus en plus utilisé par des citoyens. Si vous avez un doute, vous pouvez utiliser notamment la plateforme madada.fr qui va vous accompagner dans ce type de demande d'accès aux documents administratifs, mais également de données publiques, mais également par un certain nombre de journalistes qui se mettent en collectif pour pouvoir faire ce type de suivi. Je pense à Alexandre Lechenet, je pense à des journalistes du Monde, et on a évidemment parlé dans la table ronde précédente du travail de Stéphane Aurel sur les frictions que peuvent avoir les dispositions CADA avec les dispositions du secret des affaires. Donc, il n'y a pas de sanction à proprement parler, en tout cas pécuniaire, mais il y a un droit offert à l'ensemble des citoyens d'avoir de l'open data opposable à l'administration. On peut forcer une administration à travers nos mécanismes de le faire. Et c'est ce qui a permis en matière d'éthique, Anticor le sait particulièrement, de faire avancer énormément de sujets. Il n'y aurait pas eu le scandale des sondages de l'Élysée sans des dispositions liées aux dispositions CADA. Et en ce moment, les histoires sur les autoroutes et sur les marchés publics à Bercy, il me semble, ont débuté par des mécanismes liés à la loi CADA. Donc pour nous, c'était très important de relier un mécanisme qui fonctionnait assez bien, même si la CADA a quelques problèmes en interne pour fonctionner de manière correcte, et de l'autre côté, des dispositifs nouveaux, des usages nouveaux qui sont liés au numérique. Merci. Alors pour les collectivités locales, une idée m'est venue, un souvenir m'est venu d'un séjour en Corse où des associations citoyennes souhaitent consulter des documents qui sont tout à fait accessibles en mairie, et elles me disent, mais en réalité, pour pouvoir consulter un document qui est certes public dans une mairie, eh bien il faut être en bon terme avec le maire ou avec un fonctionnaire municipal, et sinon on n'y arrive pas. Alors c'est vrai que la loi sur le numérique est un remède minimum, parce que il suffit quand même que cette collectivité qui est un peu récalcitrante mette en ligne ses données, en tout cas si elle a plus de 500 habitants. Donc, pour les collectivités locales, donc là on a un exemple concret à Grenoble, mais quand même, est-ce qu'on peut pas aller plus loin encore? J'ai une petite question sur notre fil Facebook. Les documents du budget de la ville de Grenoble sont bien accessibles en ligne, année par année au format PDF, c'est bien, mais la comparaison d'année en année, donc l'exploitation de ces données demande un travail important, indispensable pour se faire une opinion de la qualité de gestion et des choix budgétaires qui sont faits. Éclairer le citoyen ne demanderait-il pas d'aller encore plus loin? Est-ce que vous souhaitez réagir à cela? Oui, oui. Alors d'abord, peut-être pour revenir sur la question juste d'avant, de fait, il reste, c'est un point d'appui, la CADA, mais l'accès aux documents administratifs date de 78, hein, la loi précédente, donc c'est pas forcément qu'une question de numérique, et en l'occurrence, les deux exemples qui étaient mentionnés par Tanguy, c'est des exemples grenoblois, puisque c'est Raymond Avrier qui a à la fois été jusqu'au bout de l'affaire des sondages de Sarkozy à l'Élysée, et également sur l'affaire des autoroutes. Donc ça veut dire que nous sommes effectivement, et si peut-être nous avons cette culture-là et que nous essayons d'avancer, c'est aussi que nous bénéficions de cette exigence de ceux qui nous ont précédés, et qui étaient encore là. Raymond Avrier était encore sur ma liste en 2014, mais que finalement ça fait des vigies et des gens qui ont été au bout de certains combats, et ça c'est extrêmement important. La question d'ailleurs de la protection des données est aussi un enjeu important, hein. Vincent Fristo, qui est aujourd'hui adjoint à la transition numérique, était aussi celui qui a été cassé, hein, les enjeux les plus sombres de la base élève à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce combat qui doit avoir une douzaine d'années. Et sur la transparence, malheureusement, déjà il y a eu un progrès, effectivement, la haute autorité est passée à un format numérique
en 2016 de mémoire. Auparavant, la première déclaration qu'on avait à faire, c'était sur du papier. Et si vous regardez les papiers tels qu'ils ont été rentrés, il y avait quand même un certain nombre d'élus qui avaient clairement mis toute leur mauvaise volonté de rature, d'écriture, comme la pire des écritures de médecins, pour que ce soit illisible. Là maintenant, le format numérique aide, mais tout n'est pas public, loin s'en faut. C'est pour ça que j'avais choisi en 2014 de rendre public mon patrimoine et ma déclaration de patrimoine, ma déclaration d'intérêt, et que j'ai choisi à nouveau de le faire dans la campagne municipale là, de 2020, publier les deux. Ça n'est pas accessible, hein, notamment les déclarations de patrimoine des élus locaux ne sont pas accessibles, ne sont même pas consultables sur place. Ou bien on a un phénomène de transparence qui fait que le contrôle se fait par des citoyens, ou bien il faudrait un contrôle fiscal systématique pour les élus qui ont les plus importants, pour s'assurer que si on a envie effectivement d'avoir des élus qui ont un degré de probité peut-être plus élevé, une exigence de probité envers eux plus élevée qu'envers le commun des mortels, qu'ils soient systématiquement contrôlés. Et sur les données, pour en revenir à la question qui sort sur Facebook, effectivement, nous avançons encore avec des citoyens qui nous demandent des jeux de données. Là, en ce moment, c'est la carte des défibrillateurs, donc c'est parfois pour des opérations très pratiques qui vont être utilisées après pour les citoyens pour faire vraiment de l'intérêt général. Nous avons cette question des données, du format des données, notamment passer au format CVS, concaténer des données, qui reste un enjeu parce que ça demande de la ressource. Pour passer des données telles qu'on les sort, telles qu'on y accède, nous, à la mairie, et les rendre disponibles. Ça demande de l'investissement en ressources humaines, du travail, du temps pour pouvoir travailler sur ces questions de données et pouvoir donner des formats bruts qui soient plus utilisables, notamment pour comparer. Donc ça, c'est au sein d'une même municipalité, mais il y a un enjeu à l'échelle nationale, c'est d'avoir finalement un service public de la donnée qui permettent aussi d'avoir un canevas, maintenant qu'on a démarré, un canevas qui soit un peu identique pour toutes les collectivités et qui puisse permettre à des citoyens aussi de comparer ce qui se fait dans une ville, dans l'autre, et d'accéder en fait à des données localisées un petit peu partout. Et pour avancer là-dedans, sur le service public de la donnée, je trouve que c'est évidemment un enjeu national pour essayer d'harmoniser un peu avec les administrations. Localement, c'est qu'il faut aussi faire vivre cet accès à la donnée. Et donc nous faisons des ateliers chaque année, des ateliers citoyens autour de la donnée publique, à la fois il peut émerger des projets très intéressants sur la base de ces données, mais aussi pour avoir cette démarche participative où des associations, des entreprises, des chercheurs, des journalistes, des étudiants, des artistes viennent dans ces ateliers, croisent leurs regards sur la donnée et petit à petit ça crée une culture qui est extrêmement intéressante. Ça permet aussi peut-être d'améliorer la mise en ligne de certains niveaux de données ou de faire de la facilitation technique. Donc ça, c'est extrêmement important. Même si on garde toujours dans un coin de nos têtes le risque d'électronisme, de cet illettrisme numérique, qui est évidemment un enjeu très fort. Il ne faut pas qu'on oublie dans cette bascule de la donnée vers le numérique que nous devons aussi permettre cet accès à toutes et tous. Et il y a combien de citoyens qui participent à ces ateliers à Grenoble? Est-ce que ça varie selon les années? Je saurais pas vous dire, j'ai pas les chiffres en tête. J'ai participé à un atelier il y a 2 ans. Il y avait quand même une petite centaine de personnes qui étaient venues passer une journée, surtout de profils extrêmement différents et donc qui produisent des réflexions très très intéressantes. D'accord. Donc ça, c'est sur le plan local. Alors évidemment, sur le plan national, l'enjeu sera de comparer, par exemple, en matière de marché public, le prix du kilomètre de bitume à Grenoble avec le prix du kilomètre de bitume à Marseille, parce qu'on a des données homogènes qui devraient pouvoir être comparées, mais je pense qu'on n'en est pas tout à fait là. Alors, je voulais quand même donner la parole à Jean-Baptiste Souffron, qui sur un sujet proche d'une autre, souhaitait intervenir, notamment lorsqu'il a été question de la consultation citoyenne aéroport de Paris. Alors ça, c'était le monde d'avant Covid, mais c'est quand même un sujet qui était assez important. On s'est rendu compte qu'en réalité, le Conseil constitutionnel n'avait pas véritablement les moyens de gérer cette consultation d'une façon effective.
Oui, c'est un point qui me semble important pour illustrer les problèmes concrets qui sont rencontrés par les gens qui travaillent et qui essaient de faire avancer le sujet République numérique de façon générale, au-delà même du texte de loi lui-même. C'est qu'à chaque fois que des bonnes idées sont avancées, des bonnes méthodes, quelque chose de correct est proposé, comme par exemple dans le cas du référendum sur la privatisation de ADP, vous avez tout un dispositif qui est mis en place par le biais du référendum d'initiative partagée, sauf que derrière, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les connaissances pour réussir à mettre en place les plateformes en ligne qui permettent de fonctionner. On l'a bien vu, c'était il y a pas si longtemps, et vous vous rappelez peut-être à quel point il était difficile pour les gens qui voulaient voter d'aller s'inscrire sur le site. Le Conseil constitutionnel, qui était en charge de l'organisation de ce projet de référendum, a rendu un rapport il y a quelque temps qui est extrêmement critique en expliquant que en fait ils n'ont pas eu les moyens. Et donc c'est quelque chose auquel il faut toujours penser quand on fait un sujet numérique, c'est qu'il y a bien sûr les principes, mais à côté des principes, il ne faut pas oublier qu'il va falloir les mettre en œuvre, et que comme on est sur des sujets qui sont nouveaux, comme on est sur des sujets qui sont vraiment, enfin, ce ne sont pas des sources d'économie, on est vraiment sur des choses qui risquent de coûter de l'argent, où on a besoin d'avoir non seulement des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. Et quand on ne les a pas, il faut réussir à trouver une solution pour les obtenir. Là, dans le cas qui nous concerne, enfin sur ADP, ça avait été assez clair, puisque en raison de ce problème, le vote avait réussi à atteindre à peu près 1 million de signatures, mais n'avait pas, enfin au-delà de 1 million de signatures, ce qui était déjà un bel exploit, mais n'avait pas réussi à atteindre le minimum qui était requis pour permettre la mise en place d'un vrai référendum. Et donc on a cette question qui se pose sans cesse dès qu'on s'intéresse au numérique citoyen, c'est celui des principes d'une part, qui sont déjà des principes qui sont pas forcément évidents, qu'il faut réfléchir, imaginer et qu'il faut un peu co-construire. Et puis à côté de ça, de la mise en œuvre de ces principes qui, elle, est toujours très très difficile. C'est très délicat, c'est très très compliqué et on est toujours en difficulté là-dessus. Merci. Alors sur la différence entre la loi et son effectivité, encore une petite question qui est posée. Vous parlez des communes de plus de 3500 où il y aurait des obligations pour communiquer les données. Je confirme, il y a des obligations, mais quid de celles de moins de 3500 où on retrouve les mêmes abus et où nous sommes bien impuissants face aux autorités, face aux réticences de certaines autorités à communiquer. Quelqu'un veut réagir sur ce point? Peut-être Axel Demers? Oui, et ensuite je vois que Tanguy Morlier aimerait prendre la parole et je pense que il a des choses intéressantes à dire aussi sur le sujet. Là aussi, le débat a eu lieu sur le seuil à introduire ou pas dans le texte de la loi pour qui concerne les plus petites collectivités. Et le texte initial n'avait pas ce tel seuil, donc c'est une obligation qui devait s'imposer à l'ensemble des acteurs publics. Il y a eu une bronca du côté des élus locaux qui ont reproché au gouvernement d'être dans une déclaration de principe et d'intention, mais très éloignée de la réalité, notamment des ressources à disposition des petites collectivités, en particulier des petites communes, qui, en tout cas à l'époque, n'avaient même pas de site internet. Donc leur demander de faire de l'open data quand elles n'ont pas de site internet, qu'il y a peut-être une secrétaire à temps partiel et que sinon tout le reste est fait par le maire, c'est compliqué. Et c'est donc le choix a été fait à l'époque de ne pas les contraindre, ce qui n'empêchait pas pour ceux qui pouvaient le faire, bien sûr, de le faire. Et pour autant, la loi CADA reste applicable. Donc le droit d'accès aux documents administratifs, et c'est pour ça que je disais que Tanguy Morlier pouvait répondre aussi sur ce... Il reste entièrement ouvert, et donc on peut quand même demander l'accès à une information publique sur le fondement de la loi CADA. La différence, c'est que c'est pas mis en accès libre. Et cette question du seuil, elle s'applique aussi aux données d'intérêt général, qui est une nouvelle catégorie de données qui a été créée par la loi pour une république numérique, qui est effectivement examinée à Bruxelles en ce moment pour être éventuellement intégrée dans le socle de droit européen. Et il s'agit par exemple de données qui sont d'origine privée, ou en tout cas qui émanent de délégataires de services publics ou de missions de service public
ou de concessionnaires, vous parlez des autoroutes, mais dont l'ouverture et le partage présentent un intérêt général. Et là, on peut imaginer que ce type de données d'intérêt général concerne aussi beaucoup les petites communes et qu'il faudra peut-être pour l'avenir remettre en cause l'existence de ce seuil. Et encore une fois, c'était par souci de réalisme et en ayant en tête les difficultés d'appréhension sur le terrain par ceux qui agissent et doivent appliquer la loi, de ces premiers principes fondateurs que ce seuil a finalement été introduit. Voilà, il faudra peut-être le revoir pour l'avenir, mais quand je constate les difficultés encore aujourd'hui, donc presque 5 ans après le vote de la loi, de mise en œuvre, y compris par les grandes collectivités, je me dis qu'encore une fois, d'une manière très réaliste, s'il faut prioriser les combats à mener, c'est peut-être pas le premier. Ou en tout cas, si on décide que c'est le premier, il faut s'en donner les moyens. Il y a peut-être des intercommunalités qui peuvent prendre le relais ou des structures. Alors tout à fait, vous avez raison. Collectivités. Et de fait, il y a des collectivités plus grosses qui mettent à disposition leur portail et qui accompagnent des collectivités plus petites, des régions par exemple. Je pense à la région Occitanie a fait ce choix, c'est le cas de la Bretagne aussi, et on voit bien que là, ça n'aurait pas de sens d'avoir 36 000 portails d'open data. Donc bien sûr, une commune peut déposer ses jeux de données sur le portail national, qui est celui d'Etalab, mais aussi sur celui de collectivités plus grosses qui peuvent aussi mutualiser les ressources, y compris les ressources informatiques et humaines, pour les accompagner dans ce mouvement. C'est une ouverture, et une ouverture, c'est un mouvement. C'est pas uniquement un nouveau principe de droit. Merci. Tanguy Morlier. Oui, effectivement, le seuil de 50 agents et 3500 habitants ne s'applique que pour les publications proactives. Donc, c'est que lorsque les collectivités ou les services de l'État ou les administrations décident de publier sans que personne leur demande. En revanche, les petites collectivités territoriales sont soumises à la loi CADA et à l'extension open data de cette loi CADA qu'a apporté la loi pour une république numérique, quel que soit leur seuil. Donc, un citoyen qui a envie d'avoir un tableur dont il connaît l'existence au sein d'une collectivité peut très bien l'obtenir, quelle que soit sa taille, en suivant le processus de la loi CADA. Après, plus qu'une relation financière, enfin plus que d'impact financier ou de difficultés financières au sein des administrations ou des collectivités, le vrai problème, c'est la conception du pouvoir. Parce que une petite collectivité, et nous on l'a fait avec avec une initiative qui s'appelait Opération Libre, où on était invité dans un village de 600 habitants, on l'a fait 4-5 fois avec des gens comme Wikipédia, avec des gens comme OpenStreetMap, pendant un week-end à travailler sur les données que nous fournissait une toute petite commune. Elle nous accueillait, on était plusieurs dizaines de citoyens à venir pour le week-end. Elle nous fournissait des données. Donc, et il y avait pas de problème budgétaire. C'était les citoyens du village qui nous accueillaient, et le maire couvrait une salle municipale en nous fournissant les tableurs de sa commune. Et donc, il y a rarement d'enjeux réellement financiers. En revanche, il y a une conception du pouvoir qui n'est pas encore à la hauteur de ce que les citoyens peuvent attendre. Et donc, parce que c'est très compliqué à avouer qu'on a une conception du pouvoir qui n'est pas de l'ordre du partage du pouvoir, eh bien, on va se cacher derrière des projets tentaculaires, des coûts exorbitants, des marchés publics, etc., etc. Alors que Axel Lemaire vient de le rappeler, il y a plein d'outils qui viennent de l'État à travers Etalab, des grosses collectivités territoriales ou des associations ou des collectifs provenant du logiciel libre, de l'open data ou du savoir ouvert. Donc, tous les moyens sont accessibles à n'importe quelle institution publique. En revanche, cette démarche intellectuelle de se dire qu'on obtient le pouvoir parce que les citoyens ont souhaité le partage de ce pouvoir, c'est encore une révolution à venir.
Alors, dans ce partage de l'information, j'évoquais tout à l'heure de façon un petit peu humoristique, mais en réalité c'est un vrai sujet, que tout le monde ne réinvente pas ou n'invente pas des choses par devers lui. Il y a effectivement un certain nombre de référentiels qui doivent être satisfaits, des bases de données qui sont prévues par étalab, mais pour le reste, par exemple, est-ce qu'on aura la possibilité, est-ce que Regard Citoyen, dans une compétence un peu plus élargie, pourrait répondre à la question que je posais tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on pourra comparer un jour les résultats d'un marché public dans une ville avec les résultats du même marché public sur une donnée homogène dans une autre ville? On peut penser que ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué. Pourquoi? Bon, d'abord, il y a cette première étape qui, elle, est accessible, qui est d'avoir un service public de la donnée qui vise à donner un cadre et à homogénéiser. Mais après, à l'intérieur des marchés, évidemment, la question des cahiers des charges va avoir un impact sur ce que vous trouvez dans le prix qui est affiché. Et donc, on peut imaginer que ça suscitera de l'analyse en disant, bah tiens, je vois un écart de 30%. Est-ce que cet écart de 30%, il vient de la façon dont le cahier des charges et donc l'appel d'offres a été fait? Qu'est-ce qui est intégré dans le prix? Ou est-ce que c'est vraiment une histoire de prix? Et comme ça permettra sans doute de fouiller en deuxième intention, de réussir à décortiquer ce qu'il y a dans les prix et d'avoir sans doute là des analyses intéressantes sur peut-être des endroits où il y a des accords sur les prix pour faire monter les prix ou peut-être structurellement des prix qui sont différents entre différents endroits du territoire. On a C'est sûr, parlé c'est aussi que à l'instant. Pardon. ce qui est sûr, Quelqu'un c'est qu'il voulait y a parler une diversité administrative. Les usages administratifs des différentes collectivités sont différentes, les besoins sont exprimés de manière différente. Mais en matière de marché public, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a des reculs. Les différents seuils de publicité ont été amoindris ces dernières années, parce que vraisemblablement, il y a un intérêt à ce que la transparence ne soit pas totale là-dessus. Il y aurait des possibilités et il existe des bases de données centralisées, notamment à Bercy, des bases de données qu'on appelle les M14, M16, il me semble, qui collecte l'information relative à la dépense publique au sein des collectivités territoriales. Et Bercy jalouse énormément cette base de données qu'elle refuse de rendre publique. Il se trouve qu'en Angleterre, l'équivalent de ce type de base de données a été rendu public, qu'on s'est aperçu parfois qu'il y avait localement des problèmes qui ont pu éventuellement être résolus. Je me rappelle avoir été à la conférence de presse de l'ouverture de cette base de données et que des journalistes de The Guardian, il me semble, avaient trouvé des dysfonctionnements dans le cabinet de conseil dans lequel travaillait le ministre en charge. Et donc ce type de publication aurait pu être très intéressante. Malheureusement, Bercy a toujours refusé de les rendre publics. Même au niveau local, vous voyez là sur ces évolutions de seuil, notamment pour les marchés, nous du coup nous mettons également en ligne nos marchés à bon de commande. Donc ça c'est important aussi parce que ça permet de donner accès à de l'information qui ne rentre pas dans les seuils toujours plus hauts sur la publicité des appels d'offres. Merci. Alors maintenant, on va entrer dans la deuxième partie qui est plus critique. C'est sûr qu'il y a une pédagogie et il faudra encore la poursuivre sur le terrain, la poursuivre à l'intérieur des groupes locaux, mais on a bien compris qu'il y avait un enjeu citoyen à analyser des données, à faire en sorte qu'elles soient produites d'abord, à les analyser ensuite, à s'y repérer dans l'abondance. Mais maintenant, sur la partie critique, effectivement, est-ce qu'il y a, à côté d'un gouvernement ouvert, une certaine opacité qui n'est quand même pas en train de rejaillir? Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs dire qu'est-ce que c'est le partenariat pour un gouvernement ouvert? Puis après, on regardera si c'est quelque chose qu'on peut véritablement s'approprier. Peut-être Jean-Baptiste Souffron ou Axel Lemaire sur le partenariat pour un gouvernement ouvert? Jean-Baptiste Souffron.
Mais non, le partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est un projet international, mais le point aujourd'hui qui est inquiétant, c'est qu'on a effectivement le sentiment que sur un très très grand nombre de données, et des données qui sont importantes, hein, on assiste en fait à une demande d'opacité qui est plus grande qu'auparavant, à une demande de protection, une demande de secret, qui est, voire même à une demande de mensonge, hein, qui est beaucoup plus dur que ce qui existait ou que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Le moment où on a compris que c'était quelque chose qui allait devenir un enjeu, c'était quand, au moment où a été créée la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique et qu'il a fallu commencer à décider quel type de déclaration de patrimoine serait rendu public, que le Conseil constitutionnel s'est opposé à la diffusion des patrimoines des hauts fonctionnaires au motif que cela serait attentatoire à leur vie privée par opposition avec celle des élus. On a du mal à comprendre ce qui fait la différence. Dans les deux cas, on est face à des gens qui sont dans des postes de pouvoir, au sein desquels ils peuvent avoir de l'influence, et il paraît pas immoral ou idiot de demander à ce qu'on ait un contrôle entre leur arrivée en poste et leur départ en poste. Et on voit ce schéma se multiplier petit à petit. Aujourd'hui, la CADA, bien qu'elle travaille, etc., elle est malgré tout dans une forme de recul sur un grand nombre de données. Et on en a parlé au début, on voit bien avec l'article 24 de la loi pour la sécurité globale qu'on en arrive maintenant à vouloir vraiment instituer une interdiction de diffusion de certains types de données, puisque là il s'agit des données des visages des policiers, en créant carrément une infraction à la diffusion de ce type de données. Ce sont des précédents. On n'est pas forcé d'être très inquiet, par exemple sur la loi sécurité globale, il y a une très forte mobilisation, c'est quelque chose qui a quand même une chance limitée de passer le filtre du Conseil constitutionnel et qui, même si ça le passait, serait à peu près inapplicable. Ouais, j'ai pas le temps, je peux pas manger, boire en même temps que le truc. Mais attends, je mangerai après. Donc, sur tous ces points, en fait, on est un peu déçu parce que, alors que, enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je me sens un peu déçu parce que, alors qu'on attendait peut-être une plus grande transparence, que ça, enfin, encore une fois, c'est ce que disait Axel Lemaire, on est face à un mouvement, et ce mouvement, on a l'impression que maintenant, depuis quelques temps, ça patine un petit peu, voire même ça recule. Un exemple qu'on connaît bien en Anticor, hein, c'est celui de Stop Covid, par exemple, puisque sur Stop Covid... Parlons effectivement de Stop Covid, puisque nous avons saisi le PNF de ce dossier. Et sur Stop Covid, en fait, c'est simplement les informations budgétaires n'ont jamais été rendues publiques. À aucun moment, et les règles même de marché public n'ont visiblement pas été respectées. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où c'est quasiment le point opposé à la transparence qui devient le socle du débat politique pour de nombreux acteurs. Et là, c'est quand même curieux parce que on se dit qu'on est en 2020, qu'on a eu un gros travail pédagogique qui a été fait auparavant, mais pour autant, on ne peut être qu'extrêmement déçu. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des valeurs qui ne sont pas correctement reconnues à leur juste mesure? Est-ce que c'est parce que, comme elles sont difficiles à mettre en œuvre techniquement et pratiquement, on n'en voit pas forcément toujours des effets, et puis c'est quelque chose de compliqué à faire? Ou bien est-ce qu'on est en fait, il ne faut pas oublier que le numérique peut s'utiliser dans un sens comme dans un autre, et que autant pour certains d'entre nous qui voyons les possibilités d'ouverture et de transparence, c'est aussi quelque chose qui peut donner des idées en face en disant mais attendez, on va pouvoir interdire ceci, interdire cela, mettre en place des filtres, commencer à mettre en place des systèmes de censure automatisés, etc. Ce sont des sujets qui sont extrêmement inquiétants. Et ce qui est dommage, c'est qu'on aurait bien voulu voir une loi République numérique, enfin une loi République numérique 2 par exemple, voir ce travail continuer. Et là vraiment, non seulement le travail n'est pas continué, sauf un peu au niveau européen, mais en plus, on a vraiment le sentiment que sur de nombreux sujets, ça recule. Il y a la loi sur le secret des affaires.
Ah bah, bien sûr. Je dis, il y a la Le loi secret sur des affaires. le secret des affaires qui était absolument hallucinante dans ce domaine-là. Ça a été la première marque d'un recul qui, pour moi, vise en fait un regard très politique sur la donnée, avec celle qu'on peut partager ou celle qu'on peut capter, hein, l'autorisation des drones pour contrôler les mouvements sociaux, la captation en direct des images, avec la reconnaissance faciale derrière, la captation directe des caméras piétons des policiers, et de l'autre, l'interdiction au contraire de certaines données en matière de sécurité ou en matière de droit des affaires. Et donc ce recul-là est un recul, je crois, majeur, qui va pour moi derrière une philosophie politique qui est finalement assez en lien avec une logique néolibérale où l'organisation du débat public est instrumentalisée au service de certaines puissances financières. Alors sur le secret des affaires, à Anticor, nous sommes tout à fait d'accord. Le secret est la règle, la liberté d'expression et d'information est l'exception. Nous avions parlé dans la première table ronde de l'action d'Anticor sur les implant files. Ce sont des données sur les dispositifs médicaux. Et c'est vrai qu'il a fallu aller jusqu'au Conseil d'État pour obtenir en partie gain de cause, parce que nous pouvons maintenant avoir accès aux informations sur les dispositifs médicaux qui sont autorisés, mais ceux qui ne sont pas autorisés, et ça pourrait quand même présenter un intérêt, puisqu'on a expliqué que les dispositifs qui ne sont pas autorisés sont parfois représentés devant d'autres autorités de labellisation des dispositifs médicaux. Bien, les dispositifs non autorisés demeurent dans le champ du secret des affaires. Alors sur ce pessimisme de la raison, alors, après l'optimisme de la volonté, ce pessimisme de la raison est-il partagé par Tanguy Morlier ou Axel Lemaire? Axel, allez-y, je crois que vous vouliez réagir. Je voulais réagir au tournant, alors pardon parce que j'ai été déconnectée un moment, excusez-moi, mais au tournant qu'a pris la discussion qui est plus politique. Oui, c'était voulu, c'était la deuxième partie critique par rapport à la partie pédagogique. Voilà, et qui a le mérite du coup d'illustrer le fait que le droit c'est de la politique, et donc c'est le reflet d'une volonté politique, et peut-être finalement d'être optimiste pour l'avenir, quand on a compris que ce n'était pas une fatalité. J'avais envie de rappeler le contexte d'éclosion du mouvement pour l'open data, qui était éminemment politique, et notamment porté par Barack Obama, lorsqu'il est arrivé à la présidence aux États-Unis pour son premier mandat, et Gordon Brown, alors Premier ministre au Royaume-Uni, qui ont décidé, avec d'autres représentants d'autres États, de créer l'Open Government Partnership, l'OGP, le partenariat pour un gouvernement ouvert. Et à l'époque, l'objet de la lutte contre la corruption faisait partie des objectifs premiers de cette alliance multipartite entre des États, des gouvernements, des associations, la société civile et y compris certains acteurs privés. Et la France, qui au départ n'était pas membre à l'initiative de l'OGP, en a pris la présidence en 2016 et à cette occasion a pris des engagements fermes, et c'est la même année qu'a eu lieu à Londres le sommet organisé par l'OCDE, mais très soutenu aussi par le G8 et par le G20, pour inscrire ce sujet de la lutte contre la corruption internationale par le biais et l'utilisation des outils numériques comme un sujet de l'agenda politique international. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'en est plus question, mais en tout cas, il en est beaucoup moins question. Le G20 se réunit, je crois, à compter d'aujourd'hui. J'ai pas vu que la transparence démocratique faisait partie des sujets mis à l'ordre du jour. Ce qui signifie que oui, c'est une question de volonté politique. Est-ce que, par exemple, l'élection de Joe Biden aux États-Unis va de nouveau changer la donne? Est-ce qu'un éventuel retour des travaillistes au Royaume-Uni pourrait stopper le recul de l'open data qui a été réel, en tout cas pour partie, et en tout cas sur les sujets les plus sensibles, encore une fois. On parle par exemple des données relatives à l'immigration, des données relatives
aux violences policières, etc. Et donc, oui, c'est une certaine conception du pouvoir qui s'exprime à travers la volonté d'avancer sur l'open data, et c'est un pouvoir plus centralisé, plus autoritaire, contre un pouvoir plus partagé, plus collectif. Mais avec ce paradoxe qui est qu'à l'heure du numérique, où l'information est partagée en temps réel et où l'information est quasiment co-écrite en temps réel, que l'exercice du pouvoir politique soit encore concentré, ça peut paraître complètement anachronique. Alors, comment peut-on faire pour résister? Peut-être, je donne la parole à Tanguy Morlier. Quelqu'un d'autre. Oui, enfin, honnêtement, c'est un peu plus dur aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. Même sous Nicolas Sarkozy, c'était plus simple de faire des actions citoyennes et d'avoir un impact sur le réel. Là, la conception du pouvoir, comme le disait Axel Lemaire, est assez anachronique par rapport à nos usages de co-construction de nos vies. Le pouvoir aujourd'hui, en tout cas le pouvoir central, n'est pas du tout exercé de cette manière-là. Mais il existe encore effectivement des contre-pouvoirs. Nous, notre vision, c'est une vision de la citoyenneté où les citoyens sont relativement autonomes. C'est pour ça qu'on prête attention aux droits et à l'autonomie des citoyens. Et donc, il est encore possible d'agir pour obtenir plus de transparence. On en a parlé à travers les mécanismes de la loi CADA. On peut aussi, en se réunissant, créer de l'information. C'est ce que font les plateformes comme Wikipédia ou comme OpenStreetMap, et ce qu'on a tenté de faire à quelques moments dans nos existences au sein de Regard Citoyen pour co-construire de l'information sur les intérêts des élus, co-construire des demandes CADA, parce que pour demander les frais de mandat à 500 parlementaires, a priori, ça pouvait nous paraître un très gros budget. On a moins de 2000 € de budget pour l'ensemble des initiatives qu'on peut lancer ou maintenir au sein de Regard Citoyen. Et la manière qu'on a choisie, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir prendre part dans nos actions. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu plusieurs centaines de citoyens qui ont envoyé en leur nom et au nom de Regard Citoyen des demandes CADA à leurs parlementaires. Et se renseigner sur la manière dont les institutions fonctionnent, aller observer un conseil municipal, rentrer dans un conseil régional pour dialoguer avec les élus ou avec les administrations, c'est déjà commencer à recréer des contre-pouvoirs locaux dans les différents éléments. Et j'utilise le terme contre-pouvoir sous un angle positif. Pour moi, le pouvoir ne peut bien fonctionner que parce qu'il a des contre-pouvoirs. Et je suis toujours très surpris. J'ai le souvenir d'une audition d'Anticor à l'Institut, à l'Assemblée nationale, où les élus de la majorité n'avaient de cesse que de passer au grill de l'éthique Anticor plutôt que d'écouter quelles étaient leurs suggestions pour améliorer telle ou telle disposition. Il y a une espèce de repli de certains représentants politiques en ce moment à ne voir les contre-pouvoirs que comme des gens qui seraient mal intentionnés et qui ne voudraient pas leur permettre d'exercer le pouvoir en paix. Mais il me semble, et l'exemple de la République numérique en est un très bon exemple, c'est que on peut co-construire des dispositions, et des dispositions qui sont extrêmement complexes. Jean-Baptiste Souffron le rappelait, le numérique, c'est des choses qui sont très techniques, et malgré tout, il existe des dispositifs qui sont encore perfectibles, et effectivement, qui peuvent s'améliorer, mais qui permettent de créer des dispositions qui soient largement acceptées. Et il me semble que c'était le cas de la loi Le Maire qui a été votée, y compris par un Sénat qui n'était pas du même bord que l'exécutif dans lequel elle participait. Alors, on vient de parler de la CADA, je fais juste une incidente. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'augmenter les pouvoirs de la CADA et le cas échéant, de quelle façon? Alors, il se trouve que la CADA
ne fonctionne pas bien, ou en tout cas pendant de nombreux mois n'a pas bien fonctionné. Il se trouve qu'elle vient de changer de président, donc c'est un petit peu compliqué. Mais nous, on a toujours été assez réticents lorsque le débat se focalise uniquement sur des incidences budgétaires. Sans moyens, c'est sûr que c'est très difficile de bien mener ces tâches. Mais il se trouve qu'il y a un usage politique qui est réalisé par la CADA, notamment sur la question de avant les usages industriels et commerciaux et aujourd'hui ce qu'on appelle le secret des affaires, enfin ce qui même est arrivé dans la loi comme le secret des affaires, mais il y a eu des vrais problèmes de gouvernance au sein de la CADA et donc donner plus de moyens à une institution qui a des problèmes de gouvernance ne résoudra pas le problème. Donc là, il y a un nouveau président, on va voir ce que la CADA va pouvoir faire, mais il se trouve que la crise du Covid l'a montré, les problèmes de réactivité de la CADA n'étaient pas liés majoritairement à des problèmes budgétaires. Parce qu'il se trouve que en quelques mois, ils ont réussi à rattraper leur retard pour se focaliser sur leur vraie mission. Donc, si la CADA fonctionnait bien, effectivement, et si en tout cas un diagnostic serait partagé qu'il n'y a qu'un problème budgétaire, évidemment qu'il faudrait résoudre ces problèmes, mais il faut aussi se poser la question du fonctionnement systémique des institutions et de se demander si l'institution qui dysfonctionne ne dysfonctionne pas pour des raisons systémiques, des problèmes de nomination, etc., etc. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le partenariat pour un gouvernement ouvert qui fonctionne, mais est-ce qu'on peut faire confiance dans cette initiative? Ça a été un momentum politique, comme l'a rappelé Axel Lemaire, qui était un momentum politique international. Évidemment qu'il faut en douter, lorsque ça vient notamment des États. Il faut que la société civile soit vigilante. Ça a été un momentum politique qui a permis de faire des avancées, mais voilà, ça n'a été qu'un outil et que, comme tous les outils, il faut en être vigilant. D'accord. Alors pour terminer, oui, allez-y. Des éléments notamment sur la transparence du lobbying. Je pense que tous ces sujets-là, la loi Le Maire, les conséquences du scandale Cahuzac ont permis aussi de pouvoir nous permettre d'avoir des avancées inespérées sur la transparence du lobbying qui, à la toute fin de la présidence Hollande, a continué à faire avancer les choses dans le bon sens de la transparence. Il se trouve que on a des outils aujourd'hui en matière de transparence du lobbying qui ne nous permettent pas de vraiment comprendre comment les décisions sont prises aujourd'hui, puisque on a un sentiment d'un pouvoir central qui est dans un repli sur soi. Et donc, les informations qui sont fournies aujourd'hui dans le registre de la haute autorité concernant le lobbying ne sont pas du tout suffisantes pour nous permettre d'avoir des garanties démocratiques relative à l'expression de la diversité des points de vue qui peuvent s'exprimer lors des différentes dispositions qui sont discutées. Merci. Alors, je vais donner la parole à Jean-Baptiste Souffron pour illustrer quelques-uns de nos combats sur le numérique, notamment des affaires qui sont celles d'Anticor et où nous nous constituons partie civile dans le domaine du numérique. Et puis après, je vais vous interroger tous sur vos propositions. Qu'est-ce que aujourd'hui, au regard des rapports de force et de pouvoir qui existent, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour permettre une plus grande ou une meilleure citoyenneté numérique? Donc d'abord, Jean-Baptiste Souffron. Pardon, oui. Eric, peut-être, excusez-moi, oui, je vais devoir vous quitter pour rejoindre la fin d'une manifestation aujourd'hui. Vous savez que c'est la grande journée de mobilisation de nous toutes, de manifestation féministe. Donc, on avait à Paris des collègues d'Europe Écologie et des collègues de l'équipe municipale qui sont montés pour la manifestation sur la loi de sécurité globale. Mais là, moi, je dois rejoindre la fin de la manifestation de nous toutes. C'est aussi un temps de manifestation important. Donc, veuillez m'excuser de pas rester avec vous pour la fin de cette conférence. Une dernière proposition peut-être, une dernière idée à nous à mettre en débat?
Oui, ce qui me semble intéressant, c'est de reprendre un des points d'avancement de la donnée, notamment à l'échelle internationale, a été le mouvement lancé notamment par les États-Unis sur les échanges de données bancaires entre pays et évidemment ce qui s'est passé avec le secret bancaire suisse. Et vous voyez que ce secret bancaire suisse, mis sous pression dans un premier temps par les États-Unis, finalement a fini par voler en éclats, et d'autres pays, la France, même si ça a été plus tardif, se sont engagés dans ces demandes d'information. Et je crois que ça remettre la question de l'évasion fiscale permet de donner aussi aux citoyens un regard très concret sur ces derniers rapports de cette semaine. Je crois qu'on peut parler de 340 milliards qui sont évacués de la zone euro chaque année. Donc là, on mesure aussi combien pèsent ces malversations financières. Et quand on arrive à avancer, même des petits pas, mais dans le cas de la Suisse, ça a été quand même un pas assez important, ça permet là de retrouver un intérêt général et un sens du bien commun. Et ça permet de mettre en lien avec, si on peut le faire pour des enjeux aussi gros, eh ben, nous pouvons aussi à nous attacher à tout ce qui vient potentiellement gréver de corruption des contrats locaux et la vie citoyenne démocratique locale. Donc remettre un peu d'ampleur, le sujet politique, ça revient sur la question dont parlait Axel Lemaire sur le G20, qui pour l'instant ne remet pas cela sur la table, mais je crois que ça serait tout à l'honneur de la France de remettre ce sujet sur la table et du coup de le poser dans le débat public, mais ça va un peu à l'encontre de ce qui a été fait sur la loi sur le secret des affaires, évidemment. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. À vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pour terminer, donc Jean-Baptiste Souffron et les propositions des autres participants. Oui, Eric, mais je ne sais pas si parce qu'on a un peu abordé l'histoire de Stop Covid, c'est peut-être pas forcément important, mais il y a de revenir dessus parce qu'il y a un point, à mon avis, qui était un peu en filigrane de ce qui était raconté, notamment par ce qu'expliquaient Tanguy Morlier et Eric Piolle. C'est le risque de voir se structurer au fur et à mesure du temps une forme de déséquilibre informationnel entre les pouvoirs publics ou le pouvoir et les citoyens. Comme en plus aujourd'hui c'est la journée de mobilisation sur ce sujet, j'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu sur non pas l'article 24 de la loi sécurité globale qui a fait parler beaucoup de lui, mais sur les articles 20, 21, 22. Parce que ce sont les articles qui permettent à un policier d'accéder aux données de caméras de surveillance en amont de leur accès par d'éventuelles parties civiles. Et vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un système, parce que quand on parle de citoyens qui n'accèdent pas aux données, ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant que le citoyen n'accède pas aux données, les pouvoirs publics, eux, y accèdent. Et donc les pouvoirs publics ont la capacité à pouvoir réorienter, reprendre trouver des argumentaires ou des formes rhétoriques qui leur permettront de justifier leurs décisions sans que le citoyen puisse vraiment les critiquer. Dans cet exemple-là, sur la sécurité globale, c'est particulièrement criant, puisque en fait, ce que tout le monde dénonce, et ça surtout les avocats pénalistes, moi c'est ce que j'ai tout de suite vu dans la pratique, c'est le risque est le suivant. Vous avez un policier qui est filmé, qui utilise sa caméra pour filmer un événement dans lequel il est mis en cause. Là, son premier réflexe sera bien évidemment d'essayer d'accéder à la vidéo pour réussir à faire coller son témoignage ou faire coller sa recension de l'événement au plus près de la manière dont c'est représenté en vidéo, ce qui fait qu'il donnera l'impression de ne pas mentir et il arrivera à se positionner correctement. Alors que s'il avait eu accès en même temps que le citoyen qu'il accuse à la vidéo, peut-être qu'on aurait vu apparaître des contradictions. Et donc, on a un déséquilibre, en fait, autour de l'information qui est en train de se créer. C'est un déséquilibre qu'on essayait de corriger au fur et à mesure du temps, etc. Mais en fait, ce déséquilibre, il continue à se créer. Vous avez exactement la même chose avec les histoires de drones. Le problème des drones, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des drones. Bon, déjà, ça, en soi, ça peut poser question. Mais c'est le fait que une fois qu'on commence à filmer les gens, on peut assez facilement faire passer, enfin, ça marche pas si bien que ça, mais on peut, dans le futur, imaginer faire passer des logiciels de reconnaissance faciale ou d'identification qui permettront, quand vous aurez
une image ou un drone qui filme une manifestation, de retracer très facilement la liste, très facilement peut-être pas, mais en tout cas de retracer pour partie la liste des gens qui participent à cette manifestation. Et c'est là que vous avez à nouveau un déséquilibre informationnel qui se met en place, déséquilibre qui permet à l'administration, au pouvoir, de prendre des décisions sur lesquelles le citoyen n'a pas de capacité de contrôle ni de capacité de compréhension, ni bien sûr de critique de la décision. Un exemple super topique, c'était celui de Parcoursup, dans lequel c'est ce que découvrent aujourd'hui la plupart des lycéens qui veulent ensuite poursuivre leurs études dans le secondaire et qui se rendent compte que ils n'arrivent pas forcément à comprendre comment sont prises les décisions, de quelle façon ils ne peuvent pas les critiquer. En fait, c'est ça le vrai risque sur lequel on doit se battre aujourd'hui, c'est de s'assurer que les décisions qui sont prises, et avant même d'attaquer les questions de corruption, de données qui sont cachées ou ce genre de choses, c'est tout bêtement que quand on prend des décisions sur des données, en fait, ces données, elles soient disponibles pour pouvoir critiquer les décisions qui sont prises et pour pouvoir les comprendre. C'est un principe qui n'est pas plus compliqué que celui de la connaissance de la loi. Bien sûr, tout le monde est censé connaître la loi, mais justement, il faut que la loi soit publiée pour qu'elle soit connue. Et donc, si on commence à prendre des décisions sur la base de données, d'éléments, de modèles qui ne sont pas publics, comment peut-on les comprendre, les critiquer et plus tard les corriger? C'est absolument impossible. Et voire même, ça peut créer des situations de différentiel de pouvoir sur lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de très grave qui est en train de se mettre en place tout doucement aujourd'hui et sur lequel il faut qu'on insiste fortement pour rester mobilisé. Parce que une fois que ça va s'installer, ce sont des situations sur lesquelles il sera difficile de revenir en arrière. Merci. Je donne la parole à Tanguy Morlier. Axel Lemaire aura la parole en dernier. Tanguy Morlier. Eh pour les citoyens qui nous écoutent, ils peuvent s'inspirer de modèles comme Raymond Avrier, dont on a parlé tout à l'heure, ou un autre citoyen, Hervé Le Breton, qui est professeur de maths, qui s'intéressait pas plus que ça à la vie de sa circonscription dans le sud-ouest, et qui un jour a découvert la réserve parlementaire et a obtenu la publicité puis l'arrêt de cette pratique totalement discrétionnaire de parlementaires qui donnaient des subventions à des associations selon leur bon vouloir. Donc grâce à des outils comme la loi CADA, l'open data et le fait de s'intéresser à ces institutions, on peut mieux découvrir la manière dont les institutions fonctionnent et éventuellement alimenter des débats positifs en matière d'éthique et de citoyenneté dans notre pays. C'est effectivement le sentiment d'anticorps. L'université, à l'origine, avait vocation à permettre d'ouvrir ce champ des possibles. Elle avait aussi vocation à permettre à certains de s'initier de façon plus concrète, et ça c'est un volet qu'on remettra pour une prochaine fois. Mais cette réflexion politique et cette réflexion sur l'effectivité de la loi République numérique était très importante. Je donne la parole en dernier à Axel Lemaire. Est-ce que vous souhaiteriez une loi qui complète la vôtre, par exemple? Oui, et j'aimerais qu'elle s'appelle la loi sur le municipalisme numérique. C'est peut-être une notion aujourd'hui qui est un peu désuète, qui était plus en vogue sous Jaurès, mais il n'empêche que cette idée que la démocratie, elle se construit aussi au plus près des citoyens, et que l'État est loin de facto, et que les technologies numériques peuvent, lorsqu'il y a une vraie volonté politique derrière, rapprocher les pouvoirs publics des citoyens. Je pense que c'est un sillon à creuser pour l'avenir. Lorsque j'étais au gouvernement, j'étais en charge du numérique. Si j'avais été là 20 ans plus tôt, j'aurais sans doute été en charge des TIC, les technologies de l'information et de la communication. 30 ans encore plus tôt, ça aurait été les PTT. Mais dans TIC, il y a information, et effectivement, l'information, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, en tant que citoyens, nous sommes interpellés d'une double manière par notre rapport aux technologies. D'abord, du fait qu'elles sont omniprésentes dans notre quotidien et de plus en plus intrusives, et qu'on n'a pas du tout remis en cause la manière de se les approprier, et que cette manière, elle reste très centralisée et très verticale.
Et donc, Jean-Baptiste Souffron prenait l'exemple des drones, mais de manière peut-être moins exceptionnelle encore, quand on déploie des antennes mobiles dans un village ou une application pour lutter contre une crise sanitaire, ça pose aujourd'hui la question du qui et de comment on décide. Et là aussi, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Mais ça peut être un outil au service d'une prise de décision plus éclairée par le débat collectif et plus élargie parce que plus ouverte. Donc je pense qu'il y a là un champ exploratoire des possibles qui est potentiellement formidable, et donc il ne faut pas trop se décourager par ce qui a été dit, parce qu'il y a encore beaucoup à construire dans ce champ. Et puis enfin, dans notre rapport aux technologies, il ne faut pas aussi se laisser attraper par un sentiment de fatalisme. Les contre-pouvoirs restent essentiels, plus que jamais peut-être, parce que moi je suis assez inquiète par la gravité de la situation, et je pense que la méfiance démocratique, elle augmente lorsque le pouvoir n'est pas partagé et lorsque la transparence n'est pas au rendez-vous. Et on voit bien aujourd'hui les risques de quasi-guerre civile face à des mécontentements qui s'expriment et qui sont peu ou mal entendus. Et donc, une association comme Anticorps fait un travail absolument indispensable de construction, non seulement de mécanismes judiciaires, procéduriers, contentieux pour accéder à l'information, mais aussi de création de l'espace de dialogue qui est absolument essentiel. Aujourd'hui, la société manque de matelas et manque de médiation. Et c'est aussi le rôle des contre-pouvoirs que d'anticiper le conflit. En fait, je crains que si on réduise l'espace d'expression des contre-pouvoirs, finalement, on ne fasse qu'accélérer l'expression d'un conflit beaucoup plus fort et beaucoup plus violent. Donc c'est un enjeu véritablement démocratique, non seulement pour la confiance et la transparence, mais aussi pour le vivre ensemble et pour la paix sociale. Donc ce qu'on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'il est très important, à titre individuel et citoyen, de maintenir un niveau d'exigence démocratique à l'égard de nos élus, à l'égard des institutions, à l'égard de toutes les formes d'organisation humaines et collectives, qui est cette exigence démocratique citoyenne. C'est celle qui est à la base de tous les combats et qui a créé toutes les avancées démocratiques. Merci beaucoup. Je vois des petits cœurs sur le site Facebook qui signifie que vos propos rencontrent l'approbation. Merci à tous pour nous avoir accompagnés dans cette exploration d'un champ nouveau de la République numérique. Et je vous souhaite encore une fois une excellente soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon week-end.